Donc, je vais vous faire une petite introduction sur quels droits pour quels animaux. En effet, comme l'a dit Aloïse, ça dépend des époques et donc les droits tels qu'on les voit aujourd'hui sont le reflet des connaissances scientifiques de nos jours. On sait que les animaux, c'est un ensemble buissonnant d'espèces très différentes les unes des autres, au moins pour leur comportement. La diapositive suivante vous montre par exemple des animaux très proches de nous, c'est les chimpanzés. Sur cette diapositive, on a rassemblé à gauche et à droite des chimpanzés et au centre un être humain. Vous voyez que la ressemblance est frappante, même s'il y a des différences culturelles évidentes. Par exemple, l'être humain, il n'a pas de poils, c'est un singe nu, et puis il fabrique des artefacts comme des lunettes, des habits que le chimpanzé ne fabrique pas. Donc, il y a des différences culturelles assez importantes. Mais sur le plan anatomique, on peut dire que la ressemblance est quand même très très proche. Tous les animaux ne sont pas comme ça. Il y a des animaux qui nous ressemblent beaucoup moins. Le ver de terre, l'huître, la moule sont des animaux qui nous ressemblent déjà beaucoup moins. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le statut de ces animaux, qu'est-ce qu'on sait d'eux sur le plan biologique, et jusqu'où peut-on leur donner des droits selon justement ces types de morphologie ou de fonctionnement. La diapositive suivante nous raconte ce dont on va parler. D'abord, je voudrais vous parler de la place de l'homme par rapport aux droits de l'animal. Pourquoi on se pose la question de cette place de l'homme par rapport aux droits de l'animal? Ensuite, nous parlerons d'un thème important qui est la notion de souffrance, au sens général du terme, qui repose sur des concepts biologiques de nociception, de sentience que nous serons amenés à débattre. Après avoir parlé des droits des animaux en tant qu'individu, je vous parlerai des droits des animaux en tant qu'espèce ou population, qui est un tout autre problème. J'évoquerai le cas particulier des animaux domestiques et des animaux de compagnie, qui, du fait de leur proximité avec l'homme, ont probablement besoin de droits particuliers. Et je conclurai sur la place possible des droits de l'animal par rapport aux droits de l'homme, dans l'état actuel des connaissances, encore une fois, qui peuvent évoluer. La diapositive suivante nous parle de la place de l'homme. L'homme est un animal très particulier, qui occupe une place tout à fait originale dans la planète parce qu'il est, entre guillemets, très intelligent. Il a un cerveau très puissant qui lui permet de développer une science, une technologie qu'aucune autre espèce ne développe. Aucune autre espèce n'est capable d'envoyer, par exemple, des satellites ou des sondes sur la Lune ou sur Mars. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'homme s'est appelé lui-même Homo sapiens, homme savant. Personne ne peut mettre en doute le fait que notre espèce, sur ce plan particulier, est une espèce tout à fait remarquable. Seulement, il y a d'autres facettes. Et il y a d'autres facettes sur lesquelles l'homme est beaucoup moins remarquable. En particulier la morale. Si on analyse l'histoire de l'humanité, on voit que l'être humain souffre d'une très grave déficience morale que je ne vais pas développer excessivement, mais par rapport à l'homme, par exemple, si on regarde les chefs de notre histoire, les rois, les empereurs, même les papes, ils ont fait des actions auprès desquelles les actions d'Al Capone paraîtraient comme les actions d'un saint, des actions abominables. L'être humain passe son temps à s'étriper dans des guerres. Les guerres, ça consiste essentiellement à envoyer un petit bout de métal ou dans le ventre d'un congénère pour le blesser, voire pour le tuer. Dans la vie quotidienne, même dans les sociétés paisibles, vous regardez vos journaux, vous allez voir qu'il y a des quantités de meurtres, d'atrocités, de tortures, de viols, etc. etc. Bref, il n'y a pas trop à être fier. Et en ce qui concerne les animaux, bien entendu, les choses sont du même ordre ou même pire, parce que suite à la position en Occident d'une philosophie qu'on peut appeler post-cartésienne, qui considère l'animal un peu comme un objet, et dont nous sommes encore très imbibés, cette philosophie, eh bien, puisque c'est un objet, on peut faire avec l'animal n'importe quoi, et de fait, on fait avec l'animal, dans la pratique, n'importe quoi, et on le traite de façon absolument abominable. Comment éviter cela? Eh bien, une des parades, justement, ce sont les droits de l'animal dont nous allons parler. La diapositive suivante. Alors, de ces droits, bien sûr, il y a toute une tradition philosophique derrière que je ne vais pas développer excessivement. Montaigne, par exemple, a été une tradition qu'on peut dire de respect de l'animal qui remonte à l'Antiquité, à plus tard qu'il y a d'autres, hein, de l'animal comme être qui, sur le plan cognitif, ressemble quand même beaucoup à l'homme. Il n'y a pas de différence cognitive tellement forte entre l'animal et l'homme. Schopenhauer, très influencé par l'Asie, par le bouddhisme, défend une thèse beaucoup plus proche de la compassion, l'aspect émotif, si vous voulez, en disant bien tous les êtres souffrent, ils ont un vouloir vivre qui est cause de souffrance, et l'homme bon cherchera justement à limiter cette souffrance chez l'homme comme chez l'animal. Cette souffrance a été accentuée par un philosophe anglais qui s'appelle Bentham, qui a fondé son système justement là-dessus, en disant s'il faut protéger les animaux, c'est justement parce qu'ils souffrent. C'est la souffrance qui est la base du respect.
Alors, en ce qui concerne les droits maintenant, ils ont été évoqués, à ma connaissance, la première fois en 1914 par Henry Salt dans un livre qui s'appelle Animal Rights, où il évoque la nécessité de donner le droit aux animaux comme on en donne aux hommes. La notion d'une déclaration des droits de l'animal a été évoquée en 1924 par André Géroux, qui la propose. Il n'élabore pas une déclaration, mais il dit que ça serait souhaitable qu'il y en ait une similaire à celle des droits de l'homme. Dans tous ces cas, il y a un isomorphisme avec la déclaration des droits de l'homme de 1789. Diapositive suivante. Alors, de façon plus formelle, les vraies déclarations sont apparues au XXe siècle. Il y a eu des préliminaires que je ne vais pas développer. Florence Barker en Grande-Bretagne en 1953, puis Georges Heuze en France en 1972, ont proposé les premières déclarations de droits de l'animal, assez imparfaites déjà. Il y a une déclaration qui est la plus remarquable, celle qu'on cite en général, c'est la déclaration de 78, qui comporte 14 articles et qui a été proclamée non pas par l'UNESCO, mais à l'UNESCO, d'une façon assez formelle. Alors, elle est très intéressante. C'est la première déclaration qui fait un bilan un peu général, qui a une vocation un peu universelle. Elle a été très critiquée de deux manières, trop ou trop peu. C'est-à-dire, des partisans humanistes extrémistes ont dit, ben non, de quel droit donne-t-on les droits aux animaux? C'est trop. Et puis, au contraire, des militants, par exemple, véganes ou autres, ont dit, mais non, on ne condamne pas explicitement l'alimentation carnée, donc c'est pas assez. Du coup, il y a eu deux déclarations successives, en 89, 10 articles, et en 2017, de 8 articles, qui sont beaucoup plus générales, qui n'entrent pas dans le détail, et qui sont en tant que telles applicables et utilisables par tout le monde, où chacun mettra un peu ce qu'il veut dedans ensuite. Ça devient une enveloppe générale que chaque personne, en fonction des époques et en fonction de sa sensibilité, pourra adapter à sa manière. Diapositive suivante. Alors, pour les droits, on en revient à la thèse de Peltram. Une des choses essentielles, c'est la façon dont les animaux peuvent souffrir. La biologie nous montre que la plupart des animaux ont des processus qu'on appelle les processus de nociception, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réagir lorsque quelque chose va menacer leur corps. Il faut bien voir que c'est une sensibilité nerveuse. Quand on dit l'animal est un être sensible, attention, une plante ou une pellicule photo sont aussi des êtres sensibles à la lumière. Ici, il s'agit d'une sensibilité nerveuse qui peut conduire à la douleur et dont les bases, c'est ce qu'on appelle la nociception, que partagent la plupart des animaux. Pas tous. Hein. Les éponges, par exemple, n'ont aucune nociception et se comportent sur ce plan comme des plantes. Mais l'écrasante majorité des animaux, lorsqu'on leur présente quelque chose qui peut nuire à leur corps, ils vont ou fuir ou retirer la partie du corps qui est menacée. En général, dans la majorité des cas, de façon inconsciente, c'est-à-dire réflexe. Ça, c'est un point essentiel. Certains animaux qui ont un système nerveux plus développé vont réagir à ces phénomènes de menace de façon consciente. Et de deux manières, soit on parle de douleur lorsque la nociception peut être liée à une émotion, et on parle de souffrance lorsque la nociception peut être liée à une cognition, c'est-à-dire une conscience de cette nociception. Les deux phénomènes étant très liés d'ailleurs, puisque les systèmes anatomiques, on le verra, sont liés l'un avec l'autre. On en arrive à la notion de sentience. Pour distinguer ces animaux particuliers, fortement céphalisés, qui sont capables de douleur et de souffrance, on utilise souvent maintenant, et c'est assez utile, le terme anglo-saxon de sentience, qui veut dire animaux qui ont la nociception et qui en sont conscients. C'est un point très important, et ça va délimiter finalement deux groupes d'animaux avec des animaux un peu intermédiaires. Il y a toujours des marges entre les deux. Dans l'application des droits de l'animal, ça donne des conséquences très intéressantes. Par exemple, les différents philosophes qui traitent des animaux n'ont pas du tout les mêmes conceptions des animaux auxquels ils s'adressent. Tom Regan, qui est un des pionniers des droits de l'animal, dans ses premiers livres, il a un peu évolué depuis, mais il disait que les droits ne devaient s'appliquer qu'aux mammifères âgés d'1 an et plus. Donc, exil des oiseaux, les reptiles, les poissons, etc., etc. Au contraire, Peter Singer, alors qu'il ne s'exprime pas en termes de droit, mais je le rattache en termes de droit pour l'exposé d'aujourd'hui, lui a une vision beaucoup plus générale et considère qu'il faut s'adresser à toutes les espèces animales avec leurs spécificités selon qu'ils sont sentients, plus ou moins sentients. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne les vertébrés, qui est le groupe où on s'attache le plus en général, c'est le groupe auquel on appartient, puis ça comprend l'essentiel des animaux, des gros animaux avec lesquels nous interagissons de façon sauvage ou domestique. Ces animaux-là, donc, on connaît leur anatomie, on sait qu'il y a un système responsable de la conscience
qui est le cortex cérébral, et un système responsable des émotions, qui est le système limbique, et que ces deux systèmes sont très fortement liés. Donc, chez ces animaux-là, ça ne fait pas de doute que les phénomènes sont des phénomènes sentients. Probablement aussi la même chose chez les mollusques céphalopodes, comme la pieuvre ou la seiche, qui ont un système nerveux. On va retrouver des éléments qui sont probablement porteurs de cognition et d'émotion. C'est à l'étude, mais c'est très probable. Plus délicat, il y a des groupes plus intermédiaires, comme les crustacés, par exemple, les crustacés dicapodes, comme le homard, le bernard l'ermite, le crabe. Elwood, qui les a étudiés, pense, avec un certain nombre d'arguments que je n'ai pas le temps de développer ici, qu'il y a des paliers de conscience et qu'il y a une forme de conscience chez ces animaux aussi, même si ce n'est pas tout à fait admis aujourd'hui. Même chose pour les abeilles. Jurfa, qui les a étudiées, considère que les abeilles sont capables d'élaborer des règles sémantiques, savoir par exemple ce que c'est que le haut ou le bas, et que cette notion de règle sémantique porte à une certaine conscience aussi. Donc vous voyez qu'à côté de groupes chez qui la notion de sentience ne fait pas d'objection, les vertébrés et probablement les mollusques céphalopodes, il y a des groupes plus intermédiaires qui sont encore discutés et qui méritent le bénéfice du doute. Par exemple, je prends un exemple gastronomique, au nom de ce bénéfice du doute, il n'est pas légitime d'envoyer un homard vivant dans l'eau bouillante. La diapositive suivante passe à un autre sujet. Les populations et les espèces. Les animaux, ce n'est pas seulement des individus, dont on a parlé jusqu'à présent, mais c'est aussi des espèces des populations. Il faudra savoir que pour qu'une espèce se maintienne, il faut une population et une certaine diversité génétique. En dessous d'un certain nombre d'individus, une espèce ne peut plus se maintenir. Alors, il y a toute une série de lois déjà en place qui visent à la protection des espèces, de la biodiversité, qui est d'un grand intérêt pour l'homme, puisque chaque espèce présente une richesse de connaissances possibles et l'homme peut en tirer de nombreux intérêts, y compris médicamenteux. Je donne un exemple parmi des milliers d'autres. À partir des sangsues, qui sont des animaux qui sucent le sang et qui empêchent que la coagulation se fasse quand elle pompe le sang, on est en train d'extraire des médicaments qui seront utiles pour les caillots sanguins chez l'homme, etc., etc. Donc, grosse utilité pour l'homme de maintenir la biodiversité. Donc, il y a un combat écologique que vous connaissez tous, qui est différent de la question des droits d'animal, qui vise à protéger les animaux, non plus cette fois-ci en tant qu'individus souffrants, mais en tant qu'espèce ou population. En général, souvent en tout cas, les deux groupes de propos se recoupent. Par exemple, dans la protection des tourterelles du Médoc, on va retrouver des militants écologiques qui pensent qu'il n'est pas bon de détruire les populations et des militants animalistes qui pensent qu'il n'est pas bon de faire mal, de tuer et de blesser les tourterelles. Donc très souvent, les deux combats se rejoignent, mais pas toujours. Ce sont deux choses différentes. Diapositive suivante. Les animaux domestiques, cette fois, les animaux qui sont dans l'ambiance de l'homme. Alors évidemment, ils sont déjà mieux protégés par la loi que d'autres types d'animaux comme les animaux sauvages. Il y a une absence de protection des animaux sauvages qui est flagrante. Un exemple absurde que j'aime citer souvent, un faisan dans une basse-cour n'a pas le droit d'être torturé. Il est protégé par la loi contre les mauvais traitements parce qu'il est dans l'ambiance de l'homme. Le même faisan, avec la même sensibilité, s'il passe dans la nature, eh bien là, on a le droit de l'envoyer un petit morceau de métal dans le ventre pour le chasser, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a une absurdité dans le traitement des animaux sensibles entre l'animal domestique et l'animal sauvage. J'ajoute même que vous savez que les sociétés de chasse profitent de ça, élèvent des faisans apprivoisés pour les lâcher ensuite dans la nature et pour les chasser. Autre exemple d'animal qui est dans l'ambiance de l'homme mais qui n'est pas toujours protégé, c'est l'abomination des élevages industriels. Vous savez que le principal, qui écrase presque tous les autres, le principal obstacle éthique au traitement de l'animal dans nos sociétés, c'est l'élevage industriel. Je ne dis pas que les autres choses sont bien, je suis un ennemi de la corrida par exemple, mais par rapport à l'élevage industriel, la corrida c'est une goutte d'eau. L'élevage industriel, ça écrase toutes les autres utilisations par la façon abominable dont on traite les animaux durant l'élevage, durant le transport, durant l'abattage, etc. Je voulais insister là-dessus. Le cas particulier des animaux de compagnie, comme le chat, le chien, voire le cheval, qui sont mieux traités. Parce que là, quand ça marche bien, il y a une bonne symbiose avec l'homme et il peut y avoir des cas extrêmement agréables de vécu commun, existentiel entre les animaux de compagnie et les hommes. Pas toujours. Hein. Vous savez qu'ici aussi, l'homme manifeste son caractère peu agréable assez souvent en abandonnant les animaux de compagnie durant les vacances, en les jetant sur les autoroutes, en les mutilant, etc., etc. Donc, ce n'est pas toujours rose, mais ça peut l'être quand ça marche bien. Et de fait, dans la loi, et
les animaux de compagnie sont mieux protégés. Un mot sur la question des nouveaux animaux de compagnie, qui sont des animaux normalement sauvages, qu'on va noter, des serpents, des insectes, etc., etc. Là, ma position est très claire. Laissez les animaux sauvages vivre chez eux. Sauf des cas très particuliers d'animal orphelin, il peut y avoir des cas rares, mais dans les cas majoritaires, il faut laisser les animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie, il faut les laisser vivre leur vie d'animaux sauvages. La diapositive suivante rappelle que pour le traitement de tous ces animaux, la question relève des contraintes sociales humaines. La façon dont l'homme traite les animaux dans différents domaines donne des conséquences sur les droits qu'il lui attribue. C'est-à-dire que l'homme, il va quand même tirer son mouchoir à lui, et selon le type d'utilisation sociale qu'il va faire de l'animal, les droits ou les droits offerts ne seront pas les mêmes. Par exemple, il y a des cas où l'homme ne souffrirait pas beaucoup de supprimer l'atrocité qu'il fait subir à l'animal. Les jeux sauvages, la corrida, les formes de chasse, les animaux sauvages dans les cirques, les jardins zoologiques ambulants, etc., etc. Donc, dans tous ces cas, les contraintes humaines pourraient être en quelque sorte limitées pour donner davantage de droits aux animaux. Ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, dans l'expérimentation animale, qui évoque des cas où l'homme fait souffrir l'animal pour améliorer sa santé, ses médicaments. Donc, ça pose des questions beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, l'expérimentation donne des lois un peu pilotes. Il y a une protection qui est plus forte dans l'expérimentation que pour d'autres utilisations de l'animal. Je vous donne un exemple qui est classique. Un chercheur n'a pas le droit de faire souffrir un poisson pour s'amuser. En revanche, en gastronomie, envoyer une truite vivante dans l'eau bouillante, ça c'est OK. Dès que ça touche à d'autres utilisations, la loi est beaucoup moins stricte et ça résulte des contraintes sociales humaines du fait que l'homme s'attribue un certain nombre de droits pour son activité quotidienne. Je mentionnerai simplement l'alimentation carnée qui fait couler beaucoup d'encre. Vous savez, où il y a des réponses extrêmement variées entre des carnés, des flexitariens, des végétariens, des véganes, avec des réponses extrêmement diverses, bien documentées, bien argumentées et qui ne sont pas, pour l'instant, résolues sur un plan général. Donc, je ne vais pas répondre à cette question, mais je l'évoquais pour mémoire. La diapositive suivante rappelle que la morale est une, mais qu'il y a des conflits de droits. Donc, en général, les droits de l'homme et de l'animal vont dans le même sens, on l'a évoqué en introduction, mais il y a des conflits de droits. Par exemple, dans l'alimentation, la chasse préhistorique, ou même la chasse d'aujourd'hui, de gens qui ont besoin de la chasse pour vivre, ce n'est pas du tout le même statut que la chasse alimentaire moderne qui vise à ce que le chasseur s'amuse en quelque sorte. Il y a un contenu alimentaire, mais la nécessité pratique n'est pas du tout la même. J'évoque encore une fois l'expérimentation animale, qui est un conflit de droits entre l'intérêt de l'animal à vivre sa vie sans souffrir et l'intérêt de l'homme à développer ses médicaments et sa santé. Conflit fondamental sur lequel on reviendra. Il faut rappeler aussi que la morale pratique, celle qui vise à protéger l'animal, n'est jamais quelque chose en tout blanc, tout noir. Ça vaut pour les animaux, ça vaut pour l'homme, pour l'avortement, pour l'euthanasie. Il faut bien concevoir le fait qu'on ne peut pas répondre en tout blanc, tout noir à des questions comme celle-là. C'est très peu satisfaisant, mais il faut toujours trouver des compromis qui ne satisferont ni les pour ni les contre. Il y a finalement 5 catégories de droits qui sont assez différents selon la diapositive suivante, selon la façon dont l'homme vit sa vie, vit son quotidien. Ça s'adresse principalement aux animaux sentients. La question des invertébrés non sentients reste très peu abordée actuellement. Et ces 5 catégories, ce sont alors les animaux de compagnie, les animaux sauvages, les animaux d'alimentation, ceux qu'on mange, quel régime que j'évoquais tout à l'heure, l'expérimentation biomédicale, jusqu'où peut-on aller ou non dans cette expérimentation, et enfin les jeux cruels, où là, à mon avis, la réponse devrait être de les supprimer purement et simplement. Mais vous voyez que pour ces 5 catégories, la façon dont la société et les droits vont répondre ne seront nécessairement pas les mêmes selon les besoins, évidemment, de l'espèce humaine. La diapositive suivante, en conclusion, quels droits pour quels animaux? Eh bien, déjà, il faut repérer qu'il y a des animaux non sensibles comme les éponges qui auraient les mêmes droits à ce moment-là que les plantes, donc peut-être des droits en tant que population, mais pas en tant qu'espèce souffrante, évidemment, puisqu'ils ne souffrent pas. Il y a les animaux non sentients qui ont un certain type de droits, mais ici encore, on insistera plus sur le droit de la population et de l'espèce que celui de l'animal individuel, puisqu'il n'y a pas de souffrance consciente.
Et puis il y a la question des animaux sentients qui, eux, nécessitent impérativement qu'on les respecte en tant qu'êtres souffrants, en tant qu'êtres capables de sentience. Donc voilà les droits qu'on peut donner. Il faut déjà distinguer ces trois groupes. Il faut aussi opposer, comme on l'a dit, les populations et les individus, où les types de droits ne seront pas les mêmes. Et pour conclure, savoir où placer les droits de l'homme. Dans l'exposé que je viens de faire, on a vu où étaient un petit peu les droits de l'homme, comment ils se situaient, mais dans la majorité des cas, les droits de l'homme et les droits de l'animal vont dans le même sens, et la morale est une, et ça c'est très bien, mais ce n'est pas absolument le cas toujours. Je terminerai sur une question que je ne vais pas résoudre, qui est celle de l'expérimentation animale. Dans ce cas particulier, ouverture, lorsque les droits de l'homme à la santé, à la vie, à les droits fondamentaux de l'homme, à sa vie, lorsque sa vie est menacée, a-t-il le droit de développer une activité de recherche sur une autre espèce, c'est-à-dire une espèce animale? Faut-il donner le primat, dans ce cas particulier, droit à la vie, aux droits de l'homme sur les droits de l'animal, ou non? Ou faut-il considérer que tout être souffrant a exactement les mêmes droits et qu'il n'est pas légitime de donner un primat aux droits de l'homme? Voilà une question extrêmement aiguë que je ne vais pas répondre et je voudrais conclure là-dessus pour vous faire réfléchir. Merci pour votre attention.